Il est temps de passer au quatrième temps de ce webinaire qui porte sur un ensemble de témoignages d'acteurs déjà très engagés concrètement sur ce champ de l'adaptation au changement climatique sous différentes formes. Les trois présentations qui suivent seront elles-mêmes suivies par un temps de questions-réponses qui sera co-animé avec Bruno Fabre, le responsable du pôle santé-environnement au sein de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, nous vous proposons de démarrer par un premier exemple autour de la gestion quantitative et qualitative de l'eau destinée à la consommation humaine, avec deux intervenants. Tout d'abord, Nicolas Alban. Monsieur Alban, vous êtes directeur régional de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. Et Cyril Girel. Monsieur Girel, vous êtes responsable du pôle environnement, qualité, sécurité prospective au Grand Chambéry. Nous vous laissons la parole et dans un premier temps, Monsieur Alban, pour quelques mots d'introduction. Oui, bonjour à tous. Nicolas Alban, donc effectivement, je travaille pour l'agence de l'eau de Méditerranée-Corse, mais ce n'est qu'une des trois agences de l'eau présentes dans la région, puisque sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, nous sommes trois agences de l'eau différentes, Loire-Bretagne, Adour-Garonne et Rhône-Méditerranée-Corse. Nous avons néanmoins tous le même objectif et des modalités qui se recoupent, notamment en termes d'accompagnement des producteurs d'eau potable et des services d'eau potable et d'assainissement. Et donc c'est le Zoom qu'on vous propose effectivement ce matin avec un des partenaires que l'on accompagne au quotidien dans ces actions et qui va justement vous montrer un peu toute l'étendue des problématiques auxquelles ils font face. Et donc, pour cela, effectivement, je vous propose de passer la parole à Cyril Girel de Grand Chambéry Agglomération pour une présentation des enjeux de son territoire. Oui, bonjour à tous, donc Cyril Girel, de Grand Chambéry. Euh, je vais commencer par présenter très rapidement l'agglomération. Alors, Grand Chambéry, c'est une collectivité de Savoie. C'est donc 38 communes, 24 communes qui ont qualifiera de Cluse, hein, donc plutôt de vallée, et 14 communes du territoire des Bauges, donc plutôt des communes rurales et montagnardes. Ce qui fait donc un territoire qui est très contrasté, avec un contexte naturel et anthropique qui est complexe. Effectivement, donc on a les 24 communes de Cluse, hein, qui sont plutôt situées dans la partie urbaine de l'agglomération, situées dans la zone de la nappe alluviale de la plaine de Chambéry, qui est donc la nappe qui nous sert d'alimentation en eau potable à peu près à hauteur de 70% des volumes consommés par l'agglomération. Donc avec évidemment un enjeu d'occupation du sol et d'urbanisation très important, notamment vis-à-vis des activités économiques qui ont lieu sur ce périmètre. Le deuxième territoire de Grand Chambéry, c'est plutôt donc la partie montagnarde, où là, on aura des problématiques plutôt liées à l'agriculture, notamment avec un enjeu important et fort de pollution de la ressource en eau. Donc, je ne vais pas revenir sur le changement climatique, puisque ça a déjà été bien évoqué et très précise. Donc, Grand Chambéry fait face. Je vois qu'il y a une diapositive qui a mal fonctionné, mais c'est pas grave. Grand Chambéry fait face, comme toute la région, hein, à des problématiques d'hausse de température, d'hétérogénéité des précipitations, avec des événements de plus en plus violents et des hétérogénéités dans le temps, avec des étiages sévères et puis des périodes hivernales un peu plus arrosées, avec des conséquences qui sont d'un point de vue quantitatif. On fait face effectivement à un assèchement assez régulier des rivières, un tarissement précoce des sources qui peuvent poser problème pour l'alimentation en eau potable, et des débits qui parfois, notamment à ces sources, ne peuvent plus satisfaire l'ensemble des usages, et donc avec des répercussions sur l'alimentation en eau potable et des solutions de sécurisation à mettre en place. Et puis également avec la multiplication des arrêtés sécheresse, comme on peut le voir sur la petite frise en bas, sur notre territoire. Au niveau qualitatif, bien évidemment, comme je l'évoquais, hein, la présence de la nappe de Chambéry sous la zone urbanisée, avec un nombre assez conséquent de zones industrielles, et notamment la plus grande zone industrielle de Savoie, et puis le secteur plus rural, avec le monde agricole, les exploitations, notamment beaucoup d'élevage bovin sur ce secteur, qui peuvent engendrer en période de pluviométrie importante, des conséquences qualitatives sur la ressource en eau. Donc, bien évidemment, Grand Chambéry a dû mettre en place tout un plan d'action d'adaptation. Alors, adaptation, bien évidemment, au changement climatique et de réduction de son propre impact, hein, sur les milieux naturels aussi, pour essayer de préserver la ressource en eau
au mieux sur le territoire. Donc le premier point, c'est de secourir les secteurs en déficit. Donc ça a été dès les premières ruptures d'alimentation d'eau potable qu'on a pu connaître sur le territoire ces dernières années, de mettre un plan d'action pour secourir et renforcer en fait le réseau d'eau potable sur les secteurs où on était en tension. Donc ça va concerner deux secteurs principalement de l'agglomération et principalement le secteur rural des Bauges pour lequel on a vécu en 2023 des ruptures d'alimentation potable en eau potable et donc une alimentation par camion de certaines communes par camion-citerne. Donc, dès 2023, a été étudié et mis en œuvre une sécurisation de ce secteur-là par la nappe, hein, donc la ressource la plus pérenne du territoire, afin de sécuriser l'alimentation en eau de toutes ces communes, enfin de 7 des 14 communes du territoire des Bauges. D'autres réflexions sont en cours pour justement unifier les différentes ressources pour sécuriser au mieux l'alimentation sur ces secteurs déficitaires. Le deuxième point, c'est de la préservation des milieux naturels, puisque évidemment, si on veut pouvoir conserver une nappe qui puisse être exploitée pour l'eau potable, il faut qu'elle continue à être alimentée, et principalement par l'infiltration des cours d'eau, donc il y ait de l'eau dans ces cours d'eau, et de maintenir en même temps le débit biologique minimum dans ces cours d'eau. Donc là, c'est une politique qui a été mise en œuvre dès les années 2014-15, avec l'étude de consignes de restitution aux sources exploitées, c'est-à-dire que on laisse un débit minimum au cours d'eau et on ne prend l'eau que quand le débit est au-dessus de ces valeurs-là. Sinon, l'intégralité du débit est restituée au milieu naturel. Ensuite, bien évidemment, on a la partie de protection de la ressource, hein, puisque on n'exploite que des ressources qui sont de bonne qualité. Donc, plus on aura de ressources qui seront protégées, plus on aura potentiellement intéressantes pour l'eau potable. Donc, c'est la mise en place des périmètres de protection. On a 56 ressources sur le territoire. On a 45 ressources qui possèdent déjà une DUP avec des périmètres de protection instaurés. Donc, on a encore du travail à faire pour arriver à 100% de protection. Ça, c'est pour l'aspect plutôt ressources, avec un pendant au DUP et au permis de protection, qui est la zone de sauvegarde exploitée sur la nappe de Chambéry. Alors ça, c'est un document très important puisque ça nous permet de réguler en fait notamment en instaurant des règles d'urbanisme sur le périmètre de la nappe de Chambéry. Alors, tant en termes de construction, c'est-à-dire avec des interdictions de terrassement à plus de 2 mètres sur certains secteurs pour protéger au mieux la nappe alluviale, mais également avec des règles de gestion des eaux pluviales, puisque l'infiltration, dans le cas du PMI, est à privilégier, infiltration à la source, je parle, mais avec des règles, notamment en utilisant au maximum le sol en tant que matériau filtrant, et donc d'avoir des solutions basées sur la nature pour l'infiltration. Tout ça pour justement passer d'une ville complètement perméable à une ville imperméable et qui permet de mieux alimenter en fait notre nappe alluviale et de la protéger en même temps puisqu'on se base bien sur des solutions fondées sur la nature qui permettent en même temps que l'infiltration de filtrer cette eau et de la rendre au milieu naturel de la qualité la meilleure possible. Ensuite, on a également un autre pan de développement sur le Grand Chambéry, c'est la recherche de nouvelles ressources, la réduction des pollutions à la source, bien évidemment, et puis, in fine, si quand on a essayé de réduire au maximum à la source, on n'arrive pas à maintenir une qualité suffisante, c'est de traiter la ressource. Alors, la recherche de nouvelles ressources, hein, c'est principalement sur les secteurs en déficit. Donc là, vous avez l'exemple d'une recherche géophysique qui a été faite sur le territoire des Bauges, justement, pour essayer de retrouver une ressource pérenne pour venir secourir les secteurs pour lesquels les ressources karstiques pouvaient être en fort déficit en période estivale. Donc c'est une recherche sur la nappe alluviale du Chéran pour justement pouvoir intégrer cette ressource-là dans un schéma directeur qui permettent de sécuriser les secteurs encore non secourus sur le territoire des Bauges. On a également, bien évidemment, la recherche de sources de contamination plutôt récentes, parce que pour le coup, on fait la diapo d'avant, s'il vous plaît. On est également concerné par une problématique de contamination par les PFAS sur la nappe de Chambéry. Donc, il y a une grande recherche, en fait, une grosse organisation, en tout cas, ce qui s'est mis en place sur le territoire pour essayer de rechercher les sources potentielles de contamination. Donc, soit par des multiplications d'analyses sur le piézomètre pour mailler l'ensemble de la nappe et essayer d'identifier les secteurs de points chauds. Et également le travail avec les services de l'État pour travailler avec les industriels à la réduction des rejets potentiels de ces substances. On a également la modernisation de tout ce qui est traitement sur les sources karstiques.
puisqu'on était encore, on a pris la compétence sur les Bauges en 2018 et on a un gros effort de modernisation du traitement à mettre en œuvre sur ce territoire, puisqu'on avait encore des systèmes de traitement qui étaient assez, entre guillemets, archaïques et anciens. Donc, la modernisation est importante pour pouvoir garantir la sécurité sanitaire de l'eau en tout temps, et notamment pendant les périodes estivales où on a du fort pâturage sur ces secteurs. Et puis, bah, bien évidemment, pour la problématique des PFAS, on a aussi une réflexion en cours sur le traitement de nos ressources principales, donc les ressources de la nappe, pour garantir des concentrations qui puissent être en tout cas inférieures aux normes actuelles. Et puis donc, ben, évidemment, là, on parle de tout ce qui est pour pallier à la problématique, mais la première chose, c'est déjà de s'adapter en économisant l'eau, hein. Là, on a tout un champ d'action qui est mis en place sur le territoire de Grand-Chambéry qui va de la réduction des fuites, bien évidemment, puisque le rendement de Grand-Chambéry est aux alentours des 73%, ce qui peut être grandement amélioré, et c'est l'objectif, hein, puisqu'on espère pouvoir porter notre rendement à 80% d'ici l'horizon 2030. On travaille aussi avec l'ensemble des acteurs du territoire, que ce soit les collectivités au travers de Haut Climat On Agit, ou le monde agricole, ou les industriels, à des enjeux de sobriété en eau. Donc on les accompagne pour mettre en place des projets d'économie d'eau, et on accompagne techniquement et administrativement pour porter ces projets auprès des financeurs, et notamment l'Agence de l'eau qui reste le principal financeur sur ce domaine-là. Et puis, bien évidemment, on communique aussi auprès de l'ensemble de nos abonnés pour les sensibiliser à la problématique de la ressource en eau et à la nécessité d'économiser l'eau en tout temps, et pas uniquement quand on se retrouve dans une situation de tension ou de sécheresse, mais que c'est bien des petits gestes journaliers qui peuvent également participer à une sobriété globale du territoire. Donc là, c'est toutes les affiches qui peuvent être mises en place à Grand-Chambéry et la communication qui est faite auprès des abonnés. Et puis le dernier volet qui est en cours de développement important sur Grand Chambéry, c'est la substitution de l'eau potable avec les eaux non conventionnelles. Donc, on travaille également sur plusieurs activités ou plusieurs réutilisations possibles des eaux non conventionnelles. Alors, ça va des eaux pluviales, bien évidemment, en agriculture ou en arrosage, hein, mais on a étendu ces réflexions-là à la réutilisation des eaux usées traitées de la station de Chambéry, avec des projets qui sont à l'étude tant sur un usage agricole pour l'irrigation, maraîchage et arboriculture, que pour de la réutilisation pour des activités internes à l'agglomération. Donc, ça va être de la réutilisation en interne sur la station d'épuration, par exemple, mais également pour l'hydrocurage des réseaux. Et puis, de pouvoir développer ça à l'externe en mettant à disposition cette eau réutilisables, donc ultrafiltrés et désinfectés, à disposition des entreprises, notamment bah, de curage des réseaux privés, et puis également pour l'arrosage des espaces verts des collectivités. Et en étant ça, en réfléchissant à la possibilité d'une réutilisation dans le process industriel, puisque la station d'épuration du Chambéry est située en plein cœur de la zone d'activité principale de Savoie, et donc avec un potentiel de réutilisation qui peut être très intéressant. Voilà, c'était pour faire un panel dans un temps limité de l'ensemble des actions de Grand Chambéry, notamment en matière d'adaptation et puis de sobriété hydrique. Merci beaucoup, Monsieur Girel, pour cette présentation très précise qui montre l'engagement très important d'une collectivité territoriale en faveur de cette gestion quantitative et qualitative de l'eau au prisme du changement climatique. Nous vous repassons la parole, Monsieur Alban, pour quelques éléments de précision sur des outils et ressources portés par l'Agence de l'eau. Oui, merci. Donc effectivement, pour vous rappeler un petit peu la mission de l'Agence de l'eau par rapport à tous ces enjeux qui ont été évoqués par Cyril Girel, c'est nous, on est un petit peu une mutuelle des acteurs de l'eau. Donc on intervient sur trois piliers essentiels de la gestion du petit cycle et du grand cycle de l'eau. La planification, donc on va planifier à travers des documents de planification. C'est un petit peu la COP avant l'heure qu'on a déployée à travers le SDAGE, bien sûr. Et puis ensuite, des aspects financiers que sont la collecte de redevances et le déploiement d'aides pour appuyer les opérations. Alors, on vient de voter le 12e programme des agences de l'eau. C'est pareil en Loire-Bretagne et en Adour-Garonne. Ce sont des programmes sur 6 ans qui définissent tout ce qu'on va
prélevés en redevance et déployés en aide. Donc, ce sont des documents très importants et qui vont nous guider pour les 6 années à venir. Euh, donc, je vais revenir sur les aspects redevances et puis les aspects aide, mais vous avez aujourd'hui tous ces documents qui sont en ligne et je vais plutôt insister voilà, sur l'existence des documents que vous pouvez aller chercher pour avoir plus d'informations. Alors sur l'aspect redevance, notamment, l'aspect redevance s'accompagne d'une réforme des redevances. Donc on a réformé les modes de calcul. Je vous rappelle simplement que les redevances de l'Agence de l'eau, elles sont incitatives sur le plan environnemental. C'est-à-dire que nous venons taxer les impacts sur la ressource en eau, qu'ils soient en termes de prélèvement ou de pollution. Plus vous prélevez d'eau, plus vous polluez, plus vous payez de redevances à l'Agence de l'eau. Et les nouvelles redevances conservent ce moteur d'action, et notamment en allant prélever des redevances sur la performance des systèmes d'eau potable et d'assainissement pour inciter à leur rénovation. Alors, vous trouverez toutes les infos sur la réforme des redevances en ligne à travers des documents plus ou moins précis, dont certains s'adressent au grand public. Donc, vous pouvez vous y référer pour toute cette partie redevance qui concerne bien entendu en premier lieu les producteurs d'eau potable et d'assainissement. Donc ensuite, avec toutes ces redevances, nous déployons des aides. Donc les aides s'adressent à tous les acteurs de l'eau qui vont faire des efforts sur leur impact, réduire l'impact sur la ressource en eau ou s'adapter au changement climatique. Donc c'est tous ces secteurs d'activité qui peuvent prétendre. Donc secteur d'activité, ça va être tous les producteurs d'eau potable, d'assainissement, les industriels, les agriculteurs, voire même bien sûr toutes les collectivités qui vont pouvoir prétendre à des aides sur le petit cycle et le grand cycle de l'eau. Beaucoup de choses sur la ressource, le partage de la ressource. S'affiche à l'écran là notamment toutes les fiches aides qui définissent les projets qui peuvent être accompagnés. Donc on a beaucoup de choses sur le partage de l'eau, la sobriété, bien sûr, on en a beaucoup parlé. Les milieux aquatiques et la biodiversité, la restauration des rivières et des zones humides pour accélérer l'adaptation au changement climatique, c'est vraiment une clé en matière d'adaptation. Bien sûr, l'assainissement, l'agriculture, des aides qui s'adressent spécifiquement au secteur industriel, là encore sur la réduction des impacts. Également les substances, l'alimentation en eau potable, c'est tout ce que vient d'évoquer Cyril Girel. Une grande partie de ces actions sont accompagnables par l'Agence de l'eau financièrement. Et puis, on a également parlé de désimperméabilisation, d'infiltration de l'eau dans le sol. Ce sont des vecteurs très importants pour améliorer le grand cycle de l'eau. Et nous prétendons accompagner aussi des projets en la matière. Plus des fiches un peu transversales, dont certaines très importantes, comme la gouvernance de l'eau. Sur l'eau, on travaille beaucoup en gouvernance partagée, c'est-à-dire qu'on essaie de mettre autour de la table tous les acteurs qui sont concernés par une même ressource en eau et qui l'utilisent pour vraiment créer une gouvernance partagée de cette ressource. Et puis bien sûr, tout ce qui est de l'ordre de la surveillance scientifique, de la connaissance, de la pédagogie, car il nous en faudra beaucoup sur ce domaine-là pour pouvoir accompagner des actions d'adaptation. Voilà, je vous en dis pas plus. En tout cas, vous pourrez tout retrouver en ligne. Et puis, nous avons bien sûr des contacts directs. Nous sommes présents dans les territoires à travers nos chargés d'intervention que vous croisez sans doute dans les départements, les réunions locales. Merci beaucoup, Monsieur Alban, pour la présentation de ces ressources complémentaires très utiles sur la question de l'eau. Nous vous proposons de poursuivre par un second témoignage autour de la gestion des espèces en expansion à enjeu pour la santé humaine, avec deux intervenants, Christophe Bras. Monsieur Bras, vous êtes responsable du pôle santé-environnement à la Fredon Auvergne-Rhône-Alpes. Et Amélie Berthelot, vous êtes chargée de mission transition énergétique, agriculture et environnement à la communauté de communes du pays de Lauzon. Monsieur Bras, c'est à vous pour quelques éléments d'introduction. Bonjour à toutes et à tous. Juste une diapo normalement pour présenter les différentes espèces prioritaires sur lesquelles on va avoir une action
pour réduire l'impact sur la santé humaine. Fredon apporte un soutien technique auprès des référents communaux. Dans chaque commune, il y a un élu ou un agent technique qui est désigné par sa commune comme référent pour s'assurer de la lutte, de la gestion, de la bonne gestion de ces espèces à enjeu pour la santé humaine, donc les prioritaires qui sont affichés sur cette diapo. Fredon va leur apporter du soutien technique à ces référents communaux, va les former, va les aider à savoir comment mieux gérer ces espèces à enjeu pour la santé humaine, mais aussi apporter du conseil technique auprès d'autres professionnels comme des gestionnaires de bord de route, des professionnels agricoles, etc. Euh, à savoir que le travail sur ces espèces prioritaires se fait à l'attention de ces référents communaux, mais avec l'idée de pouvoir s'appuyer sur des référents intercommunaux. Et d'ailleurs, nous avons mis en place un plan de mobilisation des référents intercommunaux avec l'idée que ces référents intercommunaux pourraient avoir une dynamique sur leur territoire de l'intercommunalité, de façon à avoir une démarche collective entre les référents communaux d'un même territoire. Et donc, notre travail, c'est d'aller chercher des nouveaux référents intercommunaux, qui, dans toutes les intercommunalités, il y ait un référent qui puisse porter cette dynamique, un ou plusieurs référents qui puissent porter cette dynamique. Les former pour savoir comment agir et comment apporter ce soutien technique auprès de ces référents communaux et puis les aider à mettre en place un plan d'action intercommunal qui se décline dans chaque commune de façon à ce que ça puisse avancer. Et donc, je vous propose qu'on laisse la parole à un de ces référents intercommunaux. Bonjour à toutes et tous. Donc oui, je suis chargée de mission à la communauté de communes du Pays de Lauzon. Le Pays de Lauzon, donc c'est une communauté de communes qui est au sud de la métropole de Lyon. On est relativement petit, on a 7 communes pour 26 000 habitants. La communauté de communes a pris la compétence facultative de lutte contre les espèces exotiques envahissantes. Donc, on a choisi de cibler le moustique tigre, le frelon asiatique et l'ambroisie. Donc, parmi ceux-là, on a 2 qui sont à enjeu pour la santé humaine, donc le moustique tigre et l'ambroisie. Donc avant toute chose, cette lutte, elle se basait déjà sur l'identification effectivement de référents communaux. Donc le NEC plus ultra, c'est forcément d'avoir un agent, donc un technicien, et si possible accompagné d'un élu référent. Diapo suivante. Donc en fait donc avec ces référents-là, donc on a pu les mobiliser pour faire une réunion annuelle, souvent en début de campagne. L'idée première de cette réunion, c'est vraiment de maintenir la mobilisation d'année en année des référents. Donc pendant ces réunions-là, donc on avait des échanges et retours d'expérience sur la saison qui était passée. Donc il pouvait y avoir à la fois des échanges de bonnes pratiques entre les communes, mais aussi des remontées de difficultés qu'ils ont pu avoir. Et peut-être que d'autres référents avaient des solutions à ces difficultés rencontrées. Donc, ces réunions concernaient vraiment les 3 espèces invasives, vraiment pour mutualiser, pour ne pas mobiliser plusieurs fois les référents qui sont assez occupés. C'était aussi l'occasion ensuite de préparer la saison à venir. Donc, chaque commune pouvait exposer son plan d'action sur les 3 espèces invasives pour l'année N. Et on a fait aussi intervenir des organismes partenaires, donc les RAD, la Fredon, le GDS, pour donner des éléments techniques complémentaires concernant ces espèces invasives. Donc là, je vais vous présenter un peu espèce par espèce. Donc en commençant par le moustique tigre. Le moustique tigre se développe très bien sur un territoire à caractère périurbain comme le nôtre. Donc c'est un vrai sujet. On a commencé par travailler avec l'ERAD et la Fredon. Donc c'est dans le cadre d'une convention qui avait été signée entre l'ERAD, le Rhône et la CCPO. On a eu une formation donc des référents communaux et aussi intercommunaux sur le moustique tigre. On a eu plusieurs réunions de mobilisation du coup des référents. On a eu aussi des diagnostics sur place, des gîtes larvaires, donc ces points d'eau stagnantes qui permettent justement aux moustiques tigres de se reproduire. Donc il y a eu des déplacements de l'ERAD et de la Fredon sur les communes, sur les espaces publics. Sur base de ce diagnostic, il y a eu une construction de plans d'action au sein de chaque commune. On a eu aussi des interventions en conseil communautaire pour aussi sensibiliser l'ensemble des élus communautaires de la communauté de communes. Et on a eu également une réunion publique sur le territoire pour aussi sensibiliser les habitants. De 2021 à 2024 inclus, on avait proposé une aide à l'achat
pour les pièges extérieurs, donc type Biogen, vraiment qui cible les moustiques. Et on envoyait aussi des éléments de sensibilisation aux bénéficiaires de cette aide financière. Alors, on n'a pas poursuivi, nous, pour 2025, l'aide à l'achat de ces pièges. On a décidé un peu de recentrer notre action sur une sensibilisation vraiment très ciblée. Donc, cette année, on va de nouveau travailler avec l'ERAD, qui va faire des diagnostics au sein de lotissement. Donc, il y aurait des visites de 10 à 15 logements par lotissement qui seraient prévues. Et suite à ça, en fait, il y a une génération d'un rapport anonymisé qui expose en fait les différents gîtes larvaires qui ont été identifiés sur place, avec ensuite des préconisations. Et au sein de ce rapport-là, il y a aussi un petit passage spécifique sur le piégeage. L'idée là pour cette année, s'est fait un objectif de deux lotissements par commune qui pourront bénéficier de ce diagnostic. Donc là, c'est en cours. Pour le moustique tigre, en fait, le nerf de la guerre, c'est vraiment la communication, de la sensibilisation à destination des habitants, puisque la principale action la plus, voilà, qui est la plus efficace, c'est l'élimination des points d'eau stagnantes, des lieux où les moustiques tigres peuvent pondre et se reproduire. À ce jour, il n'y a pas d'autre action qui est fortement préconisée pour une éradication efficace. Donc, on fait beaucoup de communication, de sensibilisation. On utilise nos relais classiques, type site internet, réseaux sociaux, magazines communautaires. On a également édité des flyers et je vous ai mis le site sur lesquels nous avons pris les supports de communication que je vous recommande, que ce soit aux collectivités ou pour les particuliers. Donc, sur le site Agir Moustique. En appui des communes également, on a donc en plus des actions qui avaient été prévues dans le conventionnement avec l'ERAD et le département, on a organisé une formation certibiocide pour que les agents techniques des communes puissent utiliser le larvicide, puisqu'il y a un gîte qui ne peut pas être éliminé au sein des communes, ce sont les avaloirs d'eau pluviale. Donc on peut avoir des larves de moustiques tigres qui s'y développent. Donc là, grâce à cette formation, les agents techniques peuvent maintenant utiliser ce larvicide pour traiter les avaloirs d'eau pluviale qui sont notamment situés en centre-bourg. On a aussi créé des panneaux de sensibilisation à installer dans les cimetières. Donc, ce sont vraiment des panneaux en dur, pérennes, qui seront installés par les services techniques des communes. Donc là, on a l'exemple d'un panneau qui a été installé. On a également en sensibilisation acheté une mallette pédagogique que l'on fait tourner depuis l'année dernière dans nos centres de loisirs. Pour ce qui concerne l'ambroisie, donc l'ambroisie, c'est un peu pareil en ce qui concerne la sensibilisation. C'est vraiment beaucoup de communication et de sensibilisation. On fait tous les ans un fauchage à mi-saison pour réduire l'ambroisie. On avait aussi fait une campagne d'arrachage une année en faisant appel à Brigade Nature. On avait aussi été travailler en lien avec, bien sûr, avec les communes. On avait promu la plateforme Atlas Santé pour suivre les signalements et la destruction des plants. Cette année, on prévoit l'achat aussi d'une mallette pédagogique à faire également tourner, au même titre que la valise du moustique tigre à faire tourner dans nos centres de loisirs. Pour ce qui concerne la communication, on utilise également les mêmes relais, donc site internet, magazine communautaire, actualités et réseaux sociaux. Diapo suivante, merci. Ce qui a été aussi réalisé en 2024, c'est l'observation de l'Ophrayla communale. L'Ophrayla communale, c'est un insecte autrement appelé chrysomèle de l'ambroisie. Elle avait été détectée à l'automne 2023 sur le territoire, entre autres. Donc, on avait été sollicité par l'ARS et l'INRAE pour faire un suivi sur la saison 2024 de la présence de l'insecte. Donc cet insecte, il est vraiment spécifique à l'ambroisie. Il est utilisé comme agent de biocontrôle en Chine depuis 2007. Il était également présent sur plusieurs pays européens et il nous vient très sûrement d'ailleurs d'Italie. Et donc on a réservé, en fait, dédié des places, des emplacements. Alors je sais pas si vous voyez très bien, c'est les petits points en vert sur le territoire.
sur lequel on gardait en fait des plants d'ambroisie et toutes les 2 semaines en cours de saison, on allait faire un relevé de la présence de l'insecte à ses différents stades de cycle de vie, donc larves, œufs, chrysalides et adultes. Et donc, les résultats sont qu'on a trouvé de la présence de l'insecte sur l'ensemble des placettes. Je passe rapidement sur le frelon asiatique. Le frelon asiatique n'est pas un enjeu forcément pour la santé humaine, mais ça fait partie de notre gestion pluriespèce. Donc, pour le frelon asiatique, nous, on conventionne avec le groupement de défense sanitaire du Rhône pour gérer le signalement et la destruction des nids de frelons asiatiques. C'est par le biais de la plateforme frelonasiatique.fr. On réalise également tous les ans une campagne de piégeage de printemps. C'est vraiment la période stratégique pour le piégeage des frelons, puisque c'est la période où seules des fondatrices sont présentes. Et donc, le piégeage permet de réduire la présence de futurs nids. Pour nous, c'était important de mettre à disposition des habitants volontaires des pièges sélectifs pour limiter notre impact sur la biodiversité. Donc, cette distribution-là faisait suite à une réunion d'information qu'on organise chaque début de printemps avec les référents volontaires. Et voilà, à titre d'illustration, c'est ce qu'on a eu à la CCPO cette année. Donc, on avait capturé 45 fondatrices. Et pour finir, voilà, on communique également sur cette espèce pour sensibiliser les habitants. On a également créé une fiche réflexe pour vraiment bien différencier le frelon asiatique du frelon européen, puisque l'action de la part des habitants n'est pas la même, l'action à faire n'est pas la même selon l'espèce rencontrée, si c'est un frelon asiatique ou un frelon européen. Donc l'idée, c'était vraiment aussi de faire une fiche informative sur le sujet. Merci beaucoup, Madame Berthelot, pour ce témoignage très précis là encore autour de la gestion des espèces en expansion et enjeux pour la santé humaine. Monsieur Bras, en conclusion et en 1 minute, quels sont les outils et ressources mis en œuvre par la Fredon qui permettent de faire face à ces enjeux? Alors, il y a de multiples ressources qui sont mises à disposition, déjà des supports techniques pour apprendre à connaître ces espèces et savoir comment les gérer au mieux. Je vais bien insister sur le mot de gérer au mieux. Il faut avoir en tête que quand les espèces exotiques envahissantes sont installées, il est illusoire de penser à les éradiquer. Il faut apprendre à mieux vivre avec. Donc les supports, les ressources qui sont disponibles, elles sont vraiment dans cet esprit de mieux vivre avec ces différentes espèces, avec différents portails que je vous ai mis dans le fil de discussion et je pense que vous relayerez dans le bilan de cette journée. Je continuerai à remettre quelques supports complémentaires et portails supplémentaires qui permettent d'avoir l'ensemble des supports techniques. Et puis, il y a bien sûr ce conseil que Fredon apporte, puisque l'Agence régionale de santé a missionné Fredon pour apporter ce conseil auprès de l'ensemble des référents communaux et intercommunaux. Donc, c'est aussi un moyen de profiter de ce soutien. Merci beaucoup, Monsieur Bras. Et tout ce que vous avez indiqué dans le chat sera bien relayé dans le document ressources qui sera transmis aux participants. Merci à vous. Nous vous proposons de poursuivre par le troisième et dernier témoignage autour, cette fois, de l'urbanisme favorable à la santé, avec la parole donnée à 3 intervenants. Claire-Marie Rouchouz, vous êtes chargée de mission au pôle aménagement et cadre de vie durable, évolution sociale, santé et vie étudiante à Épure, l'agence d'urbanisme des territoires ligériens. Vous serez accompagnée par Romain Gendreau, chef de projet PPA, projet partenarial d'aménagement à Saint-Étienne Métropole, ainsi que par Vincent Bonny, maire de Rive-de-Gier et vice-président voirie de Saint-Étienne Métropole. La parole est à vous. Bonjour à tous, Monsieur Bonny, voilà, je vous laisse introduire. Bonjour, très heureux d'être avec vous par cette visio, simplement pour vous présenter le travail qui est engagé dans notre métropole stéphanoise, une métropole importante qui a ce statut depuis 2018, qui regroupe 53 communes pour un peu plus de 400 000 habitants et qui a engagé un travail plus particulier sur un périmètre donné de son territoire, puisque vous le voyez, sur ces 53 communes, 13 ont décidé avec la métropole de pouvoir s'engager dans un projet partenarial d'aménagement. 13 communes représentant 200 000 habitants, un certain nombre d'emplois, de logements et une particularité des communes qui sont reliées entre elles par des vallées.
des vallées où l'industrie a pu se servir de la puissance de l'eau au 19e, au 20e siècle, où on a eu donc un urbanisme très particulier. Et puis avec la désindustrialisation, on se pose aujourd'hui la question d'un réaménagement complet. Et donc le PPA Gauze, du nom du GIE de Londaine et de Saint-Étienne, euh, permet effectivement d'identifier et de réfléchir à des opérations d'aménagement pour les 15 ans qui viennent, 15 ans ou sans doute un peu plus en réalité, mais qui permet donc de réfléchir à un aménagement cohérent de cet urbanisme. Et donc, on va rechercher un urbanisme favorable à la santé, avec la possibilité de contractualiser dans ce cadre spécifique avec l'État, avec un certain nombre de partenaires, et d'aller plus vite sur des opérations d'urbanisme. Nous sommes 18 partenaires, donc on l'a dit, comme comprenant donc, pardon, la métropole, nos 13 communes, l'État, et puis des partenaires qui nous permettent d'agir notamment sur les enjeux du foncier. Donc il s'est agi d'abord de poser un diagnostic avec euh, effectivement ces vallées industrielles qui sont aujourd'hui à requalifier. Nous avons des enjeux de paysage, nous avons des enjeux d'espace public, nous avons des enjeux de friches industrielles, laissées vacantes, laissées parfois polluées, laissées en déshérence, et puis des infrastructures routières qui ont été construites parfois sur le lit majeur de nos rivières et qui aujourd'hui viennent couper le paysage et viennent euh, euh, on me demande de mettre la vidéo. Voilà, je n'avais pas mis en place. Et donc, ces infrastructures routières qui, aujourd'hui, sont en situation de couper nos communes, en situation d'apporter de la pollution, du bruit, de la pollution atmosphérique. Et donc, il faut réfléchir à pouvoir réaménager tout cela. Ça a un enjeu très direct sur la santé des habitants. Un état de santé plus fragile dans notre métropole et dans ces vallées euh, structurantes de nos métropoles, avec une corrélation, bien sûr, avec le niveau de santé de nos habitants et le niveau de vie de nos habitants, avec euh, cette corrélation entre les affections de longue durée et le niveau de leurs revenus. Ces éléments sont maintenant bien documentés et donc nous avons besoin, pour une meilleure santé de nos populations, eh bien, de pouvoir agir sur un urbanisme qui soit de meilleure facture. Alors, nous considérons que les rivières peuvent être, au contraire, maintenant, des opportunités d'aménagement. Nous avons besoin de lutter contre le phénomène de risque climatique et d'inondation. Et en tant que maire de Rive-de-Gier, j'en suis particulièrement conscient. Et au contraire, de réfléchir à nos rivières comme maintenant des atouts pour les solutions qu'elles peuvent apporter en termes de santé, des éléments de rafraîchissement, des éléments de- d'urbanisme beaucoup plus qualifiés, favorables à la biodiversité. Et donc, nous avons engagé ce travail et nous avons déjà des réalisations intéressantes qui permettent de redonner de la place à la nature le long des rivières, de lutter contre le risque d'inondation aux endroits où on les aménage et donc de pouvoir effectivement mieux travailler sur une continuité écologique et une continuité d'aménagement de ces espaces-là. C'est également, euh, ce PPAGOS, un cadre de travail pour mener des études urbaines, des opérations d'aménagement plus complètes, et certaines sont déjà lancées, certaines sont déjà bien engagées. C'est le cas à la Ricamari, c'est le cas dans un cadre qui est celui du Sardon, entre plusieurs communes, Lorette, Génélac et Rive-de-Gier. C'est aussi le travail de dépollution des sites industriels. On a à l'écran, en milieu de photos, les exemples de dépollution du site de la Verrerie à Rive-de-Gier, où on a pu d'ailleurs inaugurer très récemment cet élargissement des berges du Gier. La rivière était encaissée, enserrée entre deux hauts murs, et on a pu élargir son lit, lui redonner un lit majeur. Et c'était déjà prêt en octobre 2024, le jour où nous avons été inondés dans la ville de Rive-de-Gier. À cet endroit-là, au contraire, la rivière a pu trouver de l'espace et a pu ne pas inonder les commerces, les habitations à proximité. Et on a au contraire aujourd'hui un parc urbain où les gens peuvent aller s'épanouir et trouver accès à la nature en centre-ville. D'autres opérations d'aménagement importantes sont notées ici à Lorme, à Saint-Chamond, avec un travail très conséquent qui a pu être mené.
Et nous avons donc des approfondissements dans le cadre du travail sur le PPA Gauze, des approfondissements sur un certain nombre de thématiques, et notamment donc pour un urbanisme favorable à la santé. Et je crois que ma collègue Claire-Marie Rouchouz va pouvoir le présenter plus directement. Oui, merci Monsieur Bonny. Donc Claire-Marie Rouchouz, hein, donc de l'Agence d'urbanisme des territoires ligériens. Donc avec les 4 agences d'urbanisme d'Auvergne-Rhône-Alpes, on accompagne les démarches d'urbanisme favorable à la santé dans le cadre du PRSE. Et donc, au sein du bassin stéphanois, donc on mène, et dans le cadre du PPA Gauze, hein, présenté par Monsieur Bonny, on mène des démarches d'urbanisme favorable à la santé. Alors, je vais vous dire, de donner quelques éléments de méthode. Donc, d'abord, elles interviennent toujours soit en amont, soit au démarrage d'un projet opérationnel d'aménagement. Il y a toujours 3 étapes, c'est-à-dire une étape analyse des caractéristiques de la population, donc précarité, voilà, différents aspects sociologiques et puis état de santé. Ensuite, une analyse des déterminants de la santé, donc liés à la population, mais aussi au site physique qu'on considère. Et puis après, ben, un travail sur les enjeux et sur les propositions qui sont représentées dans un schéma d'intégration de la santé. Sur les déterminants étudiés, ça peut varier. Il y en a un certain nombre qui sont pris en compte. Ça peut varier selon le site. Si le site est particulièrement exposé au bruit, s'il est particulièrement sensible à la question de la pollution des sols, par exemple, eh ben, on va intégrer plus ou moins ces déterminants. On peut passer à la slide suivante. Donc, c'est aussi des démarches qui sont basées sur des approches de terrain, donc des visites de terrain, des expertises menées aussi sur le terrain. Donc, avec à la fois l'idée d'être plus pointu, hein, sur l'appréhension de tel ou tel déterminant de la santé, parce qu'on ne peut pas tout mesurer par des modèles, il faut aussi aller sur place. Mais aussi, l'autre objectif, c'est d'acculturer les partenaires du PPA Gauze, donc à la fois les élus et les techniciens. Donc, on travaille avec, vous le voyez là sur l'illustration, des cartes qui expriment tel ou tel déterminant de la santé de manière positive ou négative, qui sont assez variées, des expressions de ressenti, des jeux de rôle aussi pour se mettre dans la peau de telle ou telle personne qui sera plus ou moins sensible sur telle ou telle question de santé. Donc, par exemple, entre un enfant, une personne âgée, une personne sans abri, etc. Voilà. Donc, on peut passer à la slide d'après. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que du coup, ces démarches nous permettent d'apporter aussi des éléments de connaissance plus approfondis sur telle ou telle thématique, donc tel ou tel déterminant de la santé, qu'on n'aurait pas pu avoir le temps d'approfondir comme ça. Donc là, vous avez l'exemple en fait de l'approche donc UOFS, urbanisme opérationnel favorable à la santé, qu'on a mené donc sur l'entrée est de la métropole, donc en partenariat avec Saint-Étienne Métropole et avec la mairie de Rive-de-Gier. Donc, c'est ce site, hein, dont a parlé tout à l'heure Monsieur Bonny, donc qui est la friche donc de l'ancienne verrerie à l'entrée de Rive-de-Gier. Et donc, c'est une grande friche industrielle, donc qui a été l'entreprise a été démolie, donc avec des enjeux spécifiques, hein, donc à la fois des sols qui ont pu être pollués par cette histoire, mais une opportunité très forte qui était le passage de la rivière et du coup la possibilité finalement de revégétaliser ce grand site. Et puis quand même un contexte marqué par une forte présence des infrastructures routières, donc à la fois l'autoroute qu'on voit passer en fait au nord du site, mais et donc qui comme il est en hauteur, donc au niveau du bruit, ça se diffuse beaucoup sur tout le secteur, mais aussi une route départementale assez bruyante et assez polluante aussi, donc là qui longe le site. Voilà, donc dans ce contexte-là, eh ben, donc on a amené des éléments spécifiques et on les a renseignés aussi sur les impacts sur la santé. Donc à la fois quelle population on avait dans ces faubourgs aux abords de ce site, comment réagit au niveau des températures ce site en période de forte chaleur, quels sont les lieux d'accès à pied aux principaux services et quels sont les lieux où il faudra peut-être, ce serait opportun de remettre de l'habitat et au contraire d'autres lieux qui ne sont pas opportuns pour une ville des courtes distances et une bonne qualité de vie, donc plutôt d'autres lieux dédiés à de nouveau des entreprises. Quels seraient les impacts de la pollution des sols aujourd'hui sur la santé des habitants ou des salariés demain et
comment il faudrait anticiper les constructions de formes urbaines pour protéger au maximum les personnes et comment se diffuse le bruit. Voilà, donc c'est un petit peu ces aspects-là qu'on a creusés. On peut passer. Donc, ce qu'il faut dire, c'est qu'en fait, donc, cette démarche, elle a été menée à un moment intéressant parce qu'il y avait déjà eu, donc, ce site avait déjà été identifié comme un projet phare pour Rive-de-Gier, mais même pour Saint-Étienne Métropole. Et donc, il y avait déjà eu un premier plan guide qui avait été fait sur ce site par un bureau d'études. Et donc, nous, on a pu faire un petit peu une analyse aussi de ce premier plan guide, puisque le projet était amené à continuer à vivre et le plan guide allait être modifié aussi au fil des années. Et donc, on a pu voilà, analyser. Donc là, par exemple, vous avez à gauche une analyse de la pollution de l'air et donc on voit en fait un futur plan guide, le futur plan guide qui est dessiné. Et donc, on voit comment les logements pourraient être impactés par la pollution de l'air sur ce site. Vous voyez à droite donc des choses assez intéressantes avec donc de la modélisation de la diffusion de bruit selon en fait des formes urbaines qu'on pourrait déployer. Et donc c'est là où on a dit ce serait à la fois important que les futurs logements soient bien en retrait de la voirie, donc de la route départementale dont je parlais, mais aussi qu'on puisse privilégier des formes en U qui permettraient des zones de calme à l'intérieur de ces formes en U pour épargner les futurs habitants du bruit et qui puissent aussi, s'ils doivent aérer, par exemple, qu'ils puissent aérer du côté des zones de calme. Voilà, on peut continuer. Voilà d'autres exemples hein, donc en lien avec ces travaux qui avaient été conduits. Donc, quel serait l'impact si on prenait les propositions du bureau d'études en termes de place au niveau de ces grosses voiries pour les piétons, mais aussi pour le végétal et pour les arbres. Et voilà, est-ce que ça pourrait être satisfaisant ou pas? Et est-ce que ça pourrait aussi réduire sensiblement le trafic sur cette voirie? Voilà. Voilà, c'est pour vous donner quelques exemples d'analyses qu'on peut faire. On peut passer à la slide d'après. Donc, tout ça, bon, après, c'est synthétisé dans ce schéma d'intégration des enjeux de santé, qui est à la fois un schéma qui redéfinit un peu les grandes zones qu'il faut privilégier. Donc là, vous pouvez continuer à défiler, parce que là, vous avez les grandes vocations. Voilà. À la fois, nous, on a proposé un peu un travail pour confirmer les vocations, donc notamment la vocation habitat qui doit être renforcée vraiment sur la partie sud et est et ouest pardon, de ce site, en lien en fait avec la continuité du centre-ville de Rive-de-Gier. Et du coup, c'est des secteurs où les gens pourront faire un certain nombre de choses à pied ou en vélo. Mais en tout cas à pied. Donc voilà, ça nous paraissait pertinent. Alors que du côté est, en fait, on est à la fois en continuité d'ensemble industriel important, on est sur une zone qui est plus soumise au trafic, plus soumise à la pollution de l'air, et donc du coup, la vocation d'habitat nous paraît moins, enfin voilà, nous paraît moins bonne et pourrait dégrader fortement la santé des futurs habitants. Voilà. Et puis, il y a aussi tous les enjeux de lien avec le tissu existant de Faubourg. Donc ça, c'est montré dans un schéma. Et l'enjeu, c'est d'en discuter aussi avec les partenaires. Voilà, je repasse la parole à Monsieur Bonny un petit peu sur les enseignements de ces approches. Oui, donc ce qui est intéressant, c'est d'avoir pu travailler avec des gens qui viennent un peu nous apporter leur éclairage pour prévoir un aménagement plus complet de cette entrée de ville. On l'a dit, le site de la Verrie, mais au-delà du site de la Verrie lui-même, c'est toute l'entrée est de notre commune qui a besoin de pouvoir être repensée, réfléchie avec cette centralité qu'est notre commune, une centralité secondaire avec 15 000 habitants, mais 30 000 habitants qui, dans l'ensemble du canton, ont besoin des services qu'offre la ville-centre, puisque nous sommes entourés de communes rurales peut-être plus modestes en termes de population et qui ont besoin des services qui sont présents ici dans la commune. Ça va nécessiter forcément des moyens très conséquents. Et puis, on est également avec un enjeu encore plus large de réaménagement de la ville, puisque il y a cette nécessité de se préserver du risque d'inondation. On l'a connu en octobre 2024. On sait qu'avec le bouleversement climatique, on va être confronté à de nouveaux épisodes et que la seule solution pour se prémunir d'un risque de crue jusqu'à la crue centenale, c'est de pouvoir découvrir totalement la rivière. Donc on le voit sur la slide d'après, où effectivement, on a une couverture de la rivière qui est dans le centre-ville,
dans cette ville très encaissée entre les deux coteaux, le Pilat d'un côté et les coteaux du Jarret de l'autre. Et sur la rivière passe la route métropolitaine 88, qui est l'axe de déviation de la 47. On voit le viaduc sur lequel vous passez quand vous êtes entre Lyon et Saint-Étienne. Eh bien, quand c'est bouché, vous allez dans la ville et vous roulez sur la rivière. Et pour découvrir la rivière, il faut pouvoir déconstruire cette voirie importante et il faut bien pouvoir la replacer ailleurs. Donc, ça veut dire un réaménagement complet de l'urbanisme dans la commune. C'est une grande difficulté qui se pose aux élus ripagériens et aux ripagériens, mais ça peut être aussi une solution et une solution favorable à la santé que de pouvoir bénéficier d'une découverture de la rivière. Mais cela nécessite de pouvoir repenser complètement les logements. Nous ne voulons pas perdre d'habitants, donc il faut pouvoir rester 15 400 habitants, il faut pouvoir reconstruire des logements sur ces sites industriels à reprendre, à dépolluer, et qui peuvent être aussi, malgré tout, en prise au bruit, à la pollution atmosphérique de l'autoroute. Donc, cette approche d'un urbanisme favorable à la santé, il s'élargit aujourd'hui au-delà de ce site pilote, entre guillemets, du site de la Véry, à l'ensemble de la commune, pour pouvoir penser à un avenir sécurisé et à un avenir durable, favorable donc à une vie plus épanouie de nos habitants, avec également la reconstitution d'une offre économique, puisque nous avons besoin de pouvoir vivre et travailler dans la commune. Nous avons tellement perdu d'emplois dans la ville que c'est aussi une difficulté pour la vie des habitants. C'est une difficulté de santé quand vous devez prendre votre véhicule ou les transports en commun pour aller bosser dans l'Est lyonnais, par exemple. Je peux en témoigner. Eh bien, c'est 3 heures de transport par jour. Donc, vous ne pouvez pas être évidemment en très bonne santé au bout de quelques années de ce rythme de vie-là. Et donc, nous avons besoin de repenser la globalité de la ville dans cette démarche-là, dans l'urgence de l'adaptation au changement climatique. Merci beaucoup, Monsieur Bonny. Merci, Madame Roucheuse. Est-ce que Monsieur Gendreau souhaite prendre la parole quelques instants? Juste, ça a été, j'ai rajouté très peu de choses. C'est juste rappeler que cette approche urbaniste favorable à la santé, on la systématise donc dans chaque étude et chaque opération qu'on lance dans le cadre du PPA GOZ. Donc, le centre-ville de Rive de Gier et le projet potentiel de découverture du Gier fera l'objet aussi d'une étude urbaniste favorable à la santé, comme on l'a fait sur un certain nombre d'opérations depuis déjà le démarrage du PPA en 2020. Merci beaucoup, Monsieur Gendreau, pour ces précisions complémentaires. Nous avons suivi l'ensemble des questions qui ont été déposées sur le chat. Il y en a beaucoup. On peut vous proposer une deuxième question qui a été déposée sur le chat au niveau des modalités de financement pour accompagner justement ces actions d'adaptation au changement climatique au prisme de la santé. Et pour donner peut-être une réponse un peu globale à cette question autour des financements, nous passons la parole à Bruno Fabre, donc le responsable du pôle santé-environnement de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes. Si, sachant que j'ai pas une réponse évidemment toute faite, hein. L'idée, c'est quand même de faire rentrer les enjeux de santé et en particulier ceux qui sont déterminés par ces questions environnementales ou d'adaptation au changement climatique dans le droit commun de tous les processus qui permettent de travailler sur les problèmes d'eau potable, sur les problèmes de bâtiments, sur les problèmes d'aménagement et d'urbanisme, avec plutôt que des financements directs pour ce qui concerne l'ARS et son action dans le cadre du plan régional santé-environnement, plutôt la mobilisation d'acteurs clés ou d'acteurs techniques qui peuvent agir soit de leur propre initiative en lien avec ce qu'on peut faire globalement sur ces sujets, soit qui puissent être accompagnés financièrement par l'Agence régionale de santé. Donc, on voit hein, à travers tous les exemples qui ont été donnés, à travers la multiplicité des impacts pour la santé liés au changement climatique, qu'il faut agir sur beaucoup de déterminants, hein, le bâtiment, le cadre de vie, l'arrivée de ces espèces envahissantes, les problèmes d'eau, les problèmes de pollution atmosphérique, etc. Et toutes ces thématiques nécessitent évidemment de mobiliser des gens qui ont une expertise sur ces sujets pour accompagner les collectivités et les aider à agir. Donc, on est dans ce cadre, hein, avec le plan régional de santé environnement, avec cette possibilité d'essayer de
de mettre autour de ces enjeux un certain nombre, de mobiliser autour de ces enjeux un certain nombre d'acteurs. On en a quelques-uns aujourd'hui autour de la table, hein, que ce soit l'agence de l'eau, les agences d'urbanisme, le réseau des agences d'urbanisme, la Fredon et bien d'autres que je vous invite à découvrir petit à petit sur le site internet du PRSE. On ne peut pas tout balayer aujourd'hui et on est bien dans cette idée d'une mobilisation de tous avec l'enjeu de l'accompagnement et de l'appui aux collectivités. Encore une fois, que ce soit directement par la mission même de cet acteur ou mobilisé, soutenu par l'ARS. Je crois que M. Alban, du coup, voulait certainement compléter. Oui, je peux effectivement compléter sur les accompagnements et notamment financiers. Il est vrai que les agences de l'eau n'ont pas la lecture des enjeux sanitaires quand on aborde un dossier d'une collectivité, par exemple. Nous, on va s'intéresser à l'amélioration de l'impact sur la ressource en eau. Pourtant, on est très souvent d'accord en fait sur ce qu'il faut accompagner, notamment parce que on a très souvent et on s'intéresse beaucoup à ces projets qui ont des co-bénéfices, comme ça a été évoqué au cours de ce webinaire, c'est-à-dire des projets qui apportent non seulement du mieux sur la ressource en eau, mais aussi sur la santé, sur le cadre de vie, sur tout un tas de choses. Et pour le coup, je trouve il faut qu'on développe des axes forts communs parce qu'en fait, ces co-bénéfices, ils ont très souvent toujours les mêmes caractéristiques. Ils sont en lien avec des principes clés qui sont la sobriété des usages, éviter de trop solliciter les ressources naturelles pour s'en rendre indépendant. Être indépendant des ressources naturelles, c'est être plus fort pour affronter les crises. Donc ça, c'est des principes très forts qui peuvent tous nous guider dans l'accompagnement des projets. Et puis les solutions fondées sur la nature. Les solutions fondées sur la nature sont toujours les moins chères, les plus efficaces et puis les plus bénéfiques. Utilisons la nature chaque fois que c'est possible, que ce soit pour faire du chaud, du froid, pour améliorer le cadre de vie, pour végétaliser, etc. On a là aussi encore un principe commun qui peut tous nous guider pour accompagner les projets. Et donc, même si on n'a pas toujours la même lecture, je pense qu'on a des principes forts à partager. Merci beaucoup, Monsieur Alban, effectivement, et merci d'amener cette réponse complémentaire sur les solutions fondées sur la nature qui sont si importantes pour le webinaire qui nous occupe ce matin. Et merci, Monsieur Fabre, pour cette précision sur les dispositifs mobilisables. Il est 11h57, nous sommes totalement dans le timing. Merci à toutes et tous. Nous vous proposons de passer au mot de clôture. La parole pour la clôture et la présentation des perspectives suite à ce webinaire est donnée à Aymeric Boger, directeur de la santé publique à l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes, et Julien Lahaye, secrétaire général à la planification écologique régionale pour la préfecture de région. Bonjour à toutes et tous. Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier collectivement pour votre présence nombreuse ce matin. Permettez-moi également, évidemment, de remercier toutes celles et tous ceux qui ont pris part à l'organisation de ce webinaire. Alors, on l'a vu durant la matinée, dans le secteur de la santé, les enjeux liés au changement climatique sont particulièrement vastes, particulièrement complexes, et ils impliquent à des niveaux très différents, à la fois les institutions, on a pu le voir, des organisations, des collectifs, mais aussi chacune et chacun d'entre nous en tant qu'individu. Alors, cela a été démontré au début de ce webinaire, le changement climatique et ses conséquences plus précisément sur le système de santé, ne sont plus à démontrer. Elles sont parfaitement établies scientifiquement et elles mettent en valeur la nécessité de s'adapter qui s'impose à toutes et tous. Nous l'avons vu, beaucoup de choses, beaucoup de démarches, beaucoup d'actions sont d'ores et déjà menées. C'est vrai pour les collectivités locales, que ce soit à travers les interventions du Grand Chambéry en lien avec l'Agence de l'eau, du Pays de Lauzon en lien avec la Fredon, ou encore de Saint-Étienne Métropole en lien avec l'Agence d'urbanisme et Pur. Beaucoup de choses sont d'ores et déjà enclenchées
par les collectivités locales. C'est vrai aussi pour les établissements de santé, avec l'exemple du centre hospitalier Alpes-Isère que l'on a entendu tout à l'heure, qui montre combien ces établissements s'emparent de ce sujet à travers notamment des investissements importants pour leur infrastructure. C'est vrai aussi pour l'Agence régionale de santé, dans les actions que l'on essaye de mener avec nos partenaires pour accompagner des projets. On pourrait citer l'exemple de ce qui est fait pour limiter les besoins en eau potable à travers des projets d'utilisation d'eau non conventionnelle, garantissant bien évidemment la sécurité des usagers et des utilisateurs, ou encore dans l'amélioration de la protection de la population face aux risques zoonotiques, tout cela dans une approche une seule santé, approche qui par ailleurs embrasse l'ensemble des actions de l'Agence régionale de santé, pas uniquement celles liées à la santé environnementale, bien évidemment. Alors, si beaucoup de choses sont faites, on sait aussi avec beaucoup d'humilité que de nombreux travaux restent à conduire pour faire face aux défis que le changement climatique soulève. Ces défis, nous devrons continuer à les aborder tous ensemble. On ne peut pas travailler isolément les uns des autres. C'est évidemment par un travail en synergie, un travail collectif que nous parviendrons à obtenir des résultats. En matière de santé, nous poursuivrons donc nos travaux avec les établissements sanitaires, les établissements médico-sociaux également. On pourrait citer l'exemple des financements de postes de conseillers en transition énergétique et écologique en santé que nous amplifierons. C'est vrai aussi avec les collectivités territoriales où nous poursuivrons le travail en cours, par exemple avec l'accompagnement des référents ambroisie, le sujet a été évoqué tout à l'heure, ou à travers les actions que l'on peut mener ensemble dans le cadre des contrats locaux de santé. Julien Lahaye abordera dans quelques instants les perspectives de la démarche de planification écologique dans notre région. En matière de santé, la poursuite de ces travaux vise notamment à identifier des priorités d'adaptation pour renforcer la résilience des services publics, des services de santé. Et cette matinée a permis une première étape en documentant l'état des connaissances et des spécificités régionales. Il nous faut aller au-delà, bien sûr, et plusieurs étapes se profilent et permettront à chacun de s'investir. Au niveau régional, nous poursuivons ces travaux de priorisation dans l'optique de rédiger une feuille de route durant l'automne. Une seconde réunion plus restreinte et en format présentiel aura lieu un peu après la rentrée au mois d'octobre et visera à repérer et à prioriser ces actions d'adaptation. Et puis au niveau départemental, cela a été évoqué tout à l'heure, des réunions ont lieu en ce moment même et permettent de partager là aussi l'état des connaissances sur les enjeux liés au changement climatique, d'identifier les vulnérabilités qui peuvent être spécifiques bien évidemment à chaque département et les premières priorités d'adaptation. Donc, pour conduire cette animation des territoires, bien évidemment, les travaux du plan régional santé et environnement se poursuivent et ces démarches s'inscrivent en parfaite cohérence avec trois ambitions transversales dans le cadre de ce PRSE: réduire les inégalités territoriales de santé, intégrer l'approche une seule santé dans toutes nos politiques et évidemment s'adapter au changement climatique. Vous voyez à travers ces trois illustrations combien nos démarches sont complémentaires. Donc, permettez-moi encore une fois de vous remercier toutes et tous, de remercier les organisateurs de ce webinaire et de vous donner rendez-vous très vite pour la suite de nos travaux. Je laisse la parole à Julien Lahaye. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Effectivement, je m'associe bien évidemment à vos remerciements. Au nom de la préfète de région, je souhaite vraiment remercier tous les intervenants de ce matin pour leur présentation de qualité, pour les échanges qui ont pu avoir lieu. Je remercie bien évidemment toutes les équipes de l'Agence régionale de santé et des directions régionales de l'État qui se sont mobilisées et qui se mobilisent au quotidien pour animer le plan régional santé-environnement 4e édition. Vous l'avez compris ce matin et notamment grâce à l'illustration qui a pu être faite à travers les présentations des collectivités, l'adaptation n'est pas un choix, c'est une nécessité. S'adapter, ce n'est pas renoncer, c'est agir autrement, plus intelligemment, plus collectivement. Bien évidemment, les enjeux de santé sont au cœur, au centre de l'adaptation au changement climatique de notre région. Et je sais que l'ensemble des travaux que vous allez mener, cela a été dit, dans des réunions régionales, mais aussi
dans les COP départementales permettront d'identifier les priorités en lien avec le plan régional santé-environnement. Et effectivement, ces travaux permettront de nourrir la feuille de route régionale de la planification écologique. Le climat évolue chaque jour, il nous faut nous adapter. Nous avons besoin de votre forte mobilisation. Il y a 1650 jours, je vous le rappelle, d'ici le 1er janvier 2030. Merci à toutes et tous pour votre mobilisation et au plaisir de rééchanger lors des prochaines COP et des réunions régionales. Bonne journée à vous.